Hi everyone and welcome. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire. On va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse entrer tranquillement dans la salle. So maybe I will start with the introduction and let people keep joining. Our webinar today is called, well, actually, first off, I'm Helen Jensen. I'm the Research Program Manager for the Donc, je BOUT Initiative. m'appelle Helen Jensen, je suis directrice du programme de recherche et je vais donc être votre modératrice du webinaire. Ça s'appelle « Comment sélectionner et enregistrer votre propre variété de pommes de terre ». And first thing is a note on. Donc, voici une note sur l'interprétation simultanée. Vous pouvez choisir le canal audio pour entendre la traduction en anglais ou en français. Pour cela, il faut cliquer sur Interprétation et ensuite choisir soit l'anglais ou le français. Si vous entendez la voix de l'interprète en ce moment et non pas la voix de Helen, ça veut dire que vous avez trouvé la fonction. Le canal audio pour entendre la traduction en anglais ou en français. Alors, vous pouvez l'entendre dans la langue de votre choix. Et pour les questions, vous pouvez aussi les poser en français et on pourra répondre aux questions en français et ça va être traduit en anglais pour les autres participants. Nous reconnaissons aussi les territoires ancestraux et non cédés. Pardon? We want to take a moment to acknowledge the les peuples autochtones qui sont ici chez eux. J'ajouterai aussi, dans le cadre de mon travail de recherche avec les agriculteurs, les plantes et les systèmes vivants, je pense qu'il est important d'intégrer toujours un aspect de l'éthique dans notre recherche. Je veux que notre travail mette de la valeur sur la contribution intellectuelle de tous les créateurs à la création et aussi qui met en valeur le respect des écosystèmes dans lesquels on travaille. Nous voulons aussi cultiver un espace plus sûr. C'est-à-dire un environnement non menaçant qui offre du soutien, et ce, pour toutes les personnes présentes. Nous espérons que les conférencières et les conférenciers se sentiront appréciés et respectés et qu'ils savent qu'ils peuvent choisir de ne pas répondre à une question. Nous espérons aussi que les participantes et les participants se sentiront à l'aise de poser des questions et d'apprendre ensemble. Nous vous encourageons aussi à vous engager, mais sans dominer. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à parler beaucoup, vous pouvez essayer d'écouter un peu plus. Et si c'est le contraire, eh bien, vous pouvez essayer de prendre la parole plus souvent pour s'assurer que tout le monde ait une voix égale. Quand on parle, on essaie de parler au jeu, tout en définissant le « nous ». Quand on utilise le mot « nous ». Veuillez communiquer avec un membre de l'équipe BOTA si vous avez besoin de soutien durant l'événement. Comment participer? Votre vidéo peut être soit allumée, soit éteinte, et vous pouvez changer votre nom de profil. Vous pouvez aussi ajouter vos pronoms de genre. Maintenant, je vous demanderai de vous présenter dans le chat. Dites votre nom, où vous êtes situé et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Si vous voulez poser des questions, ça peut se faire dans le chat. Et au moment de la période de questions, vous pouvez aussi allumer vos microphones et poser vos questions verbalement. Dans le contexte de ce webinaire, nous allons attendre d'écouter les trois présentateurs avant de passer à la période des questions.
Donc, on amorce le contenu. Nous avons trois conférenciers aujourd'hui. Je suis la première. Je vais vous parler un peu du programme de recherche en matière de la sélection des variétés SVP de la pomme de terre. Ensuite, on écoutera Dwayne Falk, qui est associé avec l'Université de Guelph et qui a fait beaucoup de croisements dans le cadre de ce programme. Et finalement, Christy O'Keefe, qui est notre analyste politique et qui va vous parler des options d'enregistrement pour les variétés SVP de pommes de terre. Donc, ce sont des programmes qui existent depuis un bon moment, mais les programmes se recoupent tout en ayant des différences. Je vais vous vous expliquer ces programmes. Pourquoi faisons-nous la SVP avec les pommes de terre? Parce que la SVP est une méthode qui permet de développer des variétés adaptées aux besoins spécifiques des agriculteurs un peu n'importe où dans le monde. Il y avait une étude de 2019 de Ceccarelli et Brando qui a trouvé qu'il y a environ 254 projets SVP dans 69 pays, 69, pardon. Ça comprend un programme très actif aux Pays-Bas sur les pommes de terre. Il y a des programmes aussi au Canada sur l'avoine et le blé. Et beaucoup d'autres programmes. Par exemple, l'orge adapté aux conditions montagneuses du Maroc et d'autres projets de la sorte. Cette approche de sélection permet aux agriculteurs d'adopter leurs propres priorités et c'est une approche qui s'est avérée efficace. Nous avons eu 3 programmes de SVP dans le contexte du travail de l'initiative BOTA. Le premier programme a eu lieu de 2013 à 2016 et a été championné par l'Université de Manitoba en collaboration avec l'initiative de la famille BOTA. De 2016 à 2018, il y avait un autre programme en collaboration avec l'Université du Manitoba et l'initiative de la famille BOTA. Et il y a un nouveau programme qui se fait maintenant, qui est mené par l'initiative de la famille BOTA avec le consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec, CRPTQ, à l'université et avec l'Université Bishops aussi. J'allais vous présenter ces programmes un à un parce qu'il faut savoir dans quel programme vous vous situez et parce que cela va vous permettre de savoir ce que vous pouvez faire ensuite. Le premier programme a commencé en 2013. C'était une collaboration avec un sélectionneur à Agriculture Canada, Benoît. Peut-être que vous l'avez rencontré à un autre moment du programme. Et lors de ce programme, le processus s'est initié même avant le début du programme, en 2011, avec les croisements. Et quand l'initiative BOTA a lancé ces programmes, nous avons recruté 6 agriculteurs afin de participer à ce programme SVP. Et les agriculteurs ont choisi les croisements qu'ils voulaient produire. Ils ne pouvaient pas décider des parents, mais ils pouvaient choisir les croisements de parmi une liste de croisements pour la couleur, la résistance aux maladies et d'autres caractères. Et ces agriculteurs ont fait 3 ans de sélection à la ferme. Ils ont pris ces tubercules initiales. Il y avait entre 500 et 1000 tubercules par ferme. Ils les ont plantés la première année. Ils ont gardé 20% des meilleurs tubercules en fonction de leurs critères. Et ensuite, ça dépendait de la ferme, de l'agriculteur. Il voulait choisir une bonne saveur, avoir une bonne habitude de croissance. Et dans les années subséquentes, il faisait des quantités de plus en plus grandes de chaque variété jusqu'à arriver à un petit nombre de sélections
dépendamment de la ferme, de 1 à 10 variétés potentielles. Et ces variétés ont été évaluées dans des jardins communs, donc une parcelle de recherche où les différentes pommes de terre provenant de toutes ces fermes ont été cultivées avec de 3 à 4 réplicas. Et ensuite, les chercheurs ont pu mesurer le rendement et plusieurs caractères. On l'a fait au Manitoba, à Fredericton, au Québec, de 2015 à 2017. Et les rapports de ces évaluations sont disponibles sur le site de seedsecurity.ca. Ça commence en 2015, ces évaluations. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, les agriculteurs ont pu continuer à tester leurs variétés, faire des essais. Ils ont dû signer un prolongement de l'entente avec Agriculture Canada. Ce projet implique plus de paperasse et de restrictions en matière de propriété intellectuelle, étant donné le partenariat avec Agriculture Canada. C'est le système formel. Et à partir de 2016, les agriculteurs ont pu enregistrer ou obtenir une licence afin de commercialiser les variétés. Mais malheureusement, c'était une option assez onéreuse. Et la plupart des agriculteurs n'étaient pas des producteurs de semences, de pommes de terre de semences. Donc, ils ont pour la plupart opté de maintenir leurs variétés dans les essais de jardin commun. En 2019-2021, nous avons fait une deuxième ronde de financement pour essayer de faire des essais de pommes de terre de semences. On a établi une parcelle en 2019 et qui a donné des résultats préliminaires en 2020. On sait que la COVID est arrivée et on ne pouvait pas faire les parcelles, mais AFC à maintenir les sélections en serre et en 2021, on a pu recommencer à faire des parcelles expérimentales. Donc, ça se poursuit. Pendant cette période, on a essayé de maintenir en vie le germplasme on a travaillé avec AFC et plusieurs acteurs dans ce projet et on a priorisé un certain nombre de sélections pour culture de tissu. Ça veut dire surtout, essentiellement, une façon propre de maintenir le germplasme en vie. Et donc, c'est une façon aussi d'avoir, comme pour ainsi dire, une copie de sécurité si jamais quelque chose devait arriver à la collection de tubercules. Et donc, c'est une façon de protéger tout le travail qui a été fait. Et donc, ensuite, le but devient de passer à la production de semences propres. Ça veut dire les pommes de terre de semences exemptes de virus qui peuvent être rendus disponibles aux agriculteurs ou aux producteurs de semences qui veulent offrir peut-être ces variétés sur le plan commercial afin de rendre disponibles les variétés biologiques. Ça, c'était la première itération du programme de pommes de terre. J'ai quelques photos ici pour vous montrer. Ici, à droite, en haut, par exemple, c'est 1000 mini-tubercules. Ils ont toutes récolté. Ils les ont sélectionnés par la suite et selon celle qui avait l'air une belle allure dans le champ. Puis en fait, il a diminué à 6 variétés après beaucoup de sélections. Donc, c'est juste quelques images ici. Et vous voyez qu'il y a vraiment une grande quantité de tubercules par plant. Vous voyez qu'ici, en fait, dans les photos, c'est le nombre produits par chaque tubercule. Vous voyez ici les parcelles d'essai. Donc, elles sont normalisées.
Voici quelques photos encore des pommes de terre. Et nous avons trouvé que les sélections par les fermiers, en fait, ces sélections-là étaient moins intéressantes pour les dorifores. On voit qu'il y a des plants ici que les dorifores ont mangé jusqu'à la tige et d'autres qui ont été épargnés. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à observer. Et donc, parmi les variétés qui étaient que les dorifores ont mangé moins, dans le champ, ces variétés-là avaient une différente allure. Vous voyez les variétés ici qui sont identifiées par des lettres et des chiffres, ont été sélectionnées par des producteurs. Et il y a une échelle, en fait, de dommages par les dorifores. 1, c'est peu de dommages. 9, c'est des dommages très sévères. Et on voit que les variétés, en fait, qui ont été sélectionnées par les producteurs sont de 1 à 3 par rapport aux variétés de référence, aux variétés témoins. Il y avait une plus grande échelle de dommages, en fait. On voyait qu'il y avait certains qui, en fait, les dorifores, ils ne voulaient pas manger, et d'autres, comme le Yukon Gold et Agria, qui avaient des dommages assez sévères, donc un 7 sur l'échelle. De façon générale, les variétés que les producteurs ont sélectionnées avaient moins de dommages. Et les variétés jaunes, à chair jaune, en fait, avaient moins de dommages aussi que par les dorifores que les variétés témoins dont on est habitué. Si vous voulez fouiller dans les résultats de recherche, il y a un excellent rapport qui est disponible sur notre site web et aussi sur AgriRéseau. Et en fait, ici, on peut trouver tous les résultats selon différents facteurs qu'on a analysés. Je vais parler maintenant un peu du programme de SVP qui laissait un peu de liberté aux fermiers sans devoir faire la paperasse autour de la propriété intellectuelle. Et donc, Dwayne Falk va discuter de cela après moi. C'est quelqu'un qui est à la retraite. Il a beaucoup d'expérience en sélection et il a fait beaucoup de croisements de pommes de terre. Et il avait des ensembles plus diversifiés et il les a rendus disponibles à différentes fermes participantes. Et dès le début, avec ces ensembles de pommes de terre, en fait, ils étaient rendus disponibles gratuitement. Puis les fermiers savaient qu'il n'y avait pas de propriété intellectuelle qui s'y attachait. Donc, les fermiers ont sélectionné pendant 3 ans sur leur ferme. Et en fait, ils diminuaient au fur et à mesure la quantité de variétés qu'ils sélectionnaient. Donc, ils sélectionnaient celles qui leur tentaient, en fait, de continuer à travailler avec. Donc, à Fredericton, il y avait un essai entre 2019 et 2021. On avait les mêmes obstacles, par exemple, par rapport à la COVID, mais les gens ont eu l'occasion de resoumettre, en fait, leurs résultats cette année. Et en fait, on continue avec les essais. On a continué avec les essais en 2021. C'est important que les fermiers continuent à cultiver les patates sur leur ferme et les évaluent selon leurs standards sur leur ferme. À l'automne et au printemps et à l'automne de 2021, le cohorte a eu l'occasion de les tester pour les glycoalcaloïdes. Et nous avons maintenant ce guide d'options. Et le plan avec ce guide. En fait, on voit ici les flèches avec les lignes
en pointillé ici, c'est les étapes à venir. Donc, ce qu'on veut faire avec cela, c'est de créer une banque génétique de matériel pour faciliter le processus pour les producteurs, pour les aider à aller vers le processus d'enregistrement. Une petite mise à jour, je sais que il y en a parmi vous qui ont eu des pommes de terre sur le site de Fredericton de la AC. Et l'objectif ici, c'était d'avoir des données sur les sélections soumises grâce à des essais répétés. On voulait absolument que toutes les variétés soient placées à différents endroits dans la parcelle. En 2018, on avait une année très humide. Ça peut avoir eu un impact sur les résultats. Et donc, il y avait des conditions différentes sur les fermes. Il y en a eu qui ont eu un peu de mildiou. Il y en a... C'est quelque chose qui peut arriver au printemps. Donc, par exemple, s'il y a des retardements avec la livraison des semences, ça peut avoir un impact. Les variétés témoins, y compris le Yukon Gold, qui est standard pour les pommes de terre à chair jaune. On aime mettre aussi le Kennebec, Adirondack Blue également, et Norland. Donc, il a été géré avec des pratiques biologiques. On a utilisé des tranchées de plastique noir pour les contrôler. Et la fertilisation, on a utilisé en fait un fertilisant de l'herbe, en fait. Ce n'était pas techniquement certifié biologique, mais on a suivi quand même des pratiques biologiques. Donc, voici ici l'aménagement des parcelles. Vous voyez qu'il y a en fait une barrière pour défendre un peu contre les effets nuisibles venant de l'extérieur. Et vous voyez qu'il y a 4 rangées ici avec toutes les variétés dans des petites parcelles. L'AAC va produire un beau rapport sur les résultats. Mais pour l'instant, j'ai des résultats préliminaires ici à vous présenter. Vous voyez ici que les 2 premiers ici, 1,4 et 12,7, ce sont de la première sélection que nous avons faite, donc en 2013. Et vous avez quelques contrôles ici, l'Adirondack Blue, Yukon Gold et Kennebec et Norland. Et les autres sont des sélections que les producteurs ont soumises pour les essais. Ce sont des résultats préliminaires. Mais nous voyons ici que les rendements des variétés venant des producteurs performent très bien et certaines variétés performent encore mieux que les variétés témoins. Il y a une variété ici où les tubercules ont été endommagés dans l'expédition. Donc, j'imagine dans les années à venir, elle va sûrement produire des meilleurs résultats. Je veux aussi mettre l'accent sur le fait que les gens continuent à produire les pommes de terre sur leur ferme. Et c'est important pour essayer de garder les sélections en vie. C'est important de les garder dans les conditions qui ont été utilisées lors de la sélection et les conditions qui sont très, très uniques de chaque ferme. J'ai essayé de garder quelques semences de pommes de terre pour que les gens puissent les ensemencer à côté de leur parcelle, juste pour avoir un point de comparaison. Ça peut être utile aussi pour sélectionner pour certains caractères. Ça peut vous guider là-dessus et comment les noter en termes sur l'échelle. Mais vous pouvez me contacter si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Une autre chose que j'ai mentionnée plus tôt, c'est les glycoalcaloïdes dans les sélections de pommes de terre.
ils sont naturellement, et ils sont présents naturellement dans toutes les variétés de pommes de terre. Ils sont contenus dans les feuilles et dans les tiges et protègent contre les insectes nuisibles parce qu'ils sont toxiques. Ça peut défendre aussi contre les infections fongiques et de bactéries. Donc, la concentration dans les tubercules peut varier, soit génétique. Il faut essayer de trouver la bonne concentration pour ne pas arriver au seuil de toxicité pour les êtres humains. C'est important de prendre en compte aussi les conditions d'entreposage et la quantité de lumière auxquelles ils sont exposés. Donc, comment savoir si les concentrations de glycoalcoolides sont trop élevées? Il y a des indicateurs indirects, mais ils ne sont pas acceptés par les organismes de réglementation, mais c'est quand même intéressant de les connaître. Donc, il y en a qui ont l'air verdis ou qui ont des brûlures de la peau. Mais le goût amer aussi, ça peut être un indicateur. Donc, une fois que vous voyez ces deux caractères-là, probablement que vous voulez arrêter de manger cette patate-là. Et si vous voulez les connaître et vous voulez le partager avec les autres ou l'utiliser vous-même, il y a une analyse en laboratoire qui peut être faite. Et si vous avez moins de... En fait, la limite légale, c'est 20 mg de glycoalcaloïdes par 100 g de tubercules. Tout ce qui est en bas de cela, c'est considéré comme étant un niveau raisonnable ou acceptable. En haut, c'est trop. Donc, nous avons commencé cette initiative au printemps de 2021. Et j'ai fait, en fait, une autre ronde d'échantillons. Donc, on va avoir d'autres résultats bientôt. Et voici les résultats de l'essai que nous avons fait ce printemps. Donc, nous l'avons testé pour deux sortes d'alcaloïdes ici, solanine et chaconine. Les concentrations sont ajoutées pour avoir un total ici. Et le total ici devrait être moins de 20, en bas de 20. On voit que la plupart sont en bas de ce seuil. Donc, s'il y en a qui sont proches de ce seuil-là, on veut les tester à nouveau pour s'assurer que les niveaux sont acceptables. Nous attendons aussi l'automne que les résultats vont être différents, donc c'est important de faire au printemps et à l'automne. Une dernière chose, je vais vous donner un petit avant-goût pour un autre projet que nous avons au Québec. C'est la sélection pour les marqueurs moléculaires. Donc, c'est une sélection pour les variétés adaptées à la culture biologique et résistantes au mildiou et à l'aide des marqueurs moléculaires. Nous avons 2 sites institutionnels au Québec et 5 sites à la ferme. Et nous allons les commencer l'année prochaine. Donc, la raison pour cela, nous avons ici, en fait, un graphique sur le nombre d'hectares cultivés par année. En 2014, nous voyons qu'on avait seulement 20 hectares cultivés et c'était rendu 130 hectares en 2020. Donc, vous voyez que le marché est en croissance et c'est des variétés qui fonctionnent bien dans les conditions biologiques. Il y a aussi le problème de la transition. Quand on fait la transition, qui est celui du rendement, généralement, le rendement ne sera que de 50 à 65% de la production en régie conventionnelle. Donc, c'est une bonne différence. Et dans des conditions idéales, sans mildiou, on peut atteindre 82% du rendement que l'on peut avoir avec le conventionnel. 48% de cela est dû à la disponibilité de l'azote. 25% est dû au mildiou. Donc, le but de ce projet est de faire de la sélection en régie biologique et de travailler sur des plantes qui utilisent l'azote efficacement.
et aussi d'utiliser des marqueurs moléculaires afin de choisir des variétés qui seront résistantes au mildiou. Et tamponner peut-être aussi contre ces baisses de rendement que l'on voit en régie biologique. On a fait une consultation auprès des producteurs. Je vais le faire assez rapidement parce que je veux laisser du temps pour les autres présentateurs. Mais les producteurs ont trouvé que les variétés biologiques sont essentielles à la transition vers une PDT éco-responsable et ou biologique. Et ils ont dit aussi que des variétés résistantes existent, mais en général, les consommateurs n'en veulent pas. Ils trouvent l'apparence un peu rustique. Et ce serait vraiment, ça changerait la donne si on avait des variétés qui étaient bien reçues par les consommateurs et aussi résistantes aux maladies. Voici de nouveaux partenaires qui participent à nos projets. Par exemple, nous avons le Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec. Nous avons des sites de fermes et l'initiative BOTA. Il y a aussi une analyse économique qui sera faite par des gens de Bishops afin de valoriser les contributions des différents acteurs. Je vais sauter ces diapos-là parce qu'on doit passer au prochain conférencier. C'est Dwayne Falk. You're welcome to ask me further questions. Et vous pouvez toujours nous poser d'autres questions plus tard pendant la période de questions. Alors, je vais maintenant donner la parole à Dwayne. Je crois que vous m'entendiez. Is everything working? Tout le monde, est-ce que tout fonctionne? Non, on ne voit pas encore l'écran. I'll pull it up. Well, my fingers aren't working quite the way they're supposed to right now. Ça ne semble pas marcher comme il faut. Okay, I think we're there. Voilà. Presentation mode. Okay, what I wanted to talk about is Donc, the je breeding. veux vous parler de l'amélioration génétique de nouveaux cultivars de pommes de terre biologiques. C'est ce qui arrive avant que les variétés se rendent aux producteurs. Je vais le présenter assez rapidement, mais ça va vous donner une idée de ce qu'il faut faire pour créer une nouvelle variété à des fins de production biologique. Comme vous voyez, il y a beaucoup de diversité chez les pommes de terre, mais dans la plupart des programmes de sélection, cette diversité est indésirable. Par exemple, une variété qui ressemble à une cocotte de pain. Je pense que la plupart des gens ne voudraient pas appeler une telle variété. Donc, la diversité existe, mais n'est pas toujours utilisable. On cherche quelque chose qui produit de la variabilité, qui peut aider les producteurs biologiques. Donc, moi, mon objectif était de produire de nouvelles variabilités génétiques. Je voulais démarrer des plantules pour obtenir de mini-tubercules et ensuite cultiver les mini-tubercules pour obtenir de vrais tubercules. On distribuait beaucoup de tubercules aux agriculteurs, mais la plupart de ces tubercules sont de la taille d'une bille et ne sont pas très résistantes aux mauvaises herbes. Donc, je trouvais que ce n'était pas acceptable de les utiliser en régie biologique. Donc, j'étais l'améliorateur et puis je produisais des variétés pour les producteurs bio et j'ai distribué de vrais tubercules aux producteurs bio et aux améliorateurs pour faire de la sélection. Et on a reçu ensuite l'évaluation des producteurs. Ils ont choisi ce qu'ils aimaient
Ça revenait normalement au sélectionneur. Le sélectionneur faisait de nouveaux croisements. Le ferait développer par des producteurs biologiques et produirait encore de nouvelles variétés encore plus adaptées. Donc, quand on veut avoir de nouvelles variabilités génétiques, il faut faire des croisements. Il faut produire de vraies semences de patates, ce qu'on appelle la SPV. On le fait en faisant de croisements spécifiques entre les variétés où on prend toute la fleur, on la met sur le stigmate de l'autre fleur et on obtient des semences. Des semences de pommes de terre ressemblent aux semences de tomates parce que les deux sont assez proches par an. Et on gère les semences à peu près de la même façon. Il y a deux façons de générer de la variabilité. On fait des croisements spécifiques ou sinon, on fait la pollinisation ouverte au champ. C'est une génétique très complexe chez les pommes de terre. Quand on fait le croisement, il est difficile de prévoir ce que vous allez avoir. Souvent, connaître la femelle est aussi bien que de connaître la femelle et le mâle. Et quand on ne connaît pas le mâle, les bourdons amènent du pollen de partout dans le champ. Cela augmente la variabilité. Et parfois, il y a des surprises. Voici un plan avec des semences. Le premier groupe de tubercules a été produit à même un croisement. Le deuxième croisement par une femelle choisie dans le champ. Et vous voyez que le niveau de variabilité est beaucoup plus grand. On ne savait pas quels étaient les mâles. La plupart des semences que j'ai distribuées ont été développées de cette façon-là. Il y avait des croisements spécifiques, mais surtout la pollinisation ouverte. Parfois, les fleurs sont belles et sont odorantes. Parfois, ces fleurs produisent des semences comme les tomates. Ce serait variable. Ça présente une diversité génétique parce que ça a passé par la reproduction sexuée. Mais avec les tubercules, on parle de clones. Je ne suis pas jamais sûr quand je dois cliquer. Donc ça, c'est le phénotype du parent, mais cela ne représente pas de nouvelles variabilités génétiques. La reproduction sera identique. C'est du clonage. C'est un processus très lent. La semence véritable doit passer par, donc c'est la SPV. Ça passe par le processus de reproduction sexuée. C'est avec ça qu'on travaille. Dans chaque champ de pommes de terre, on trouve quelques baies ou fruits de pommes de terre. Pour certaines variétés, il y en a beaucoup, pour d'autres, très peu. Ce que l'on a fait, on a récolté le fruit de la tomate, il dit, de la pomme de terre, en fait. On les a mis dans le blender, on les a dans un mélangeur. La semence est assez dure et ça crée comme un genre de smoothie assez rugueux. Ça, c'est après la malaxation, après la macération, on voit une certaine fermentation. Cette fermentation va nettoyer la semence. C'est à peu près le même processus qu'avec les tomates. On va les laisser macérer un peu avant de récolter les semences. Une fois la macération, on va rincer avec de l'eau. Et la plupart de la matière va monter à la surface et les semences tombent dans le fond. On rince 2-3 fois. On va utiliser un filtre à café pour cela. On va les sécher. Et ça donne les semences véritables de pommes de terre. C'est là où la variabilité génétique réside. C'est un processus qui prend quelques jours. Et ensuite, ça vous donne des semences sèches que vous pouvez conserver pendant 10 ans, comme les semences de tomates. Si vous plantez ces semences, et ici, ça va germer, ça va produire ce qui ressemblera à une petite tomate à feuilles de patate. J'en ai sélectionné les plus vigoureuses. Et ici, on voit une plante véritable. Ça vous donne un peu l'idée de la taille. Il y a déjà une tubercule.
Les pommes de terre doivent produire des tubercules. C'est ce qu'elles aiment faire. Donc, il y a 2 feuilles véritables et il y a déjà une tubercule. Donc, après la transplantation, le repiquage, ils vont atteindre la maturité après 3 ans, 2-3 mois. Pardon, 2-3 mois. On les a séchés et on les a récoltés par parcelle. Chaque pot était une plante différente. Les tubercules sont identiques les unes aux autres dans chaque pot, mais chaque pot possède une génétique différente. Donc tout ça vient d'un seul croisement. Il y a des bleus, des rouges, des blancs, des roses. Il y en a certaines qui ne marchent pas tellement, d'autres qui semblent assez robustes et ensuite on les a plantées dans le champ. Ce sont des pots 2 pouces par 2 pouces. Donc, vous voyez que ce sont de mini tubercules. J'ai préparé le terrain avec ma machine et je les ai plantés à la main. Et chaque section a été séparée de la section suivante de 8 à 10 pouces. Et on voit ensuite les plants. Il y en a qui n'ont pas poussé du tout. Il y en a d'autres qui ont germiné tard. D'autres ont eu une germination hâtive et sont très vigoureuses. Et certains des plants ont des tubercules plus vigoureuses que d'autres aussi. Les gens sont venus faire les contrôles pour voir que si on les produisait pour de vrai, ça c'est le champ en juillet. On voit qu'il y a des plants qui ne poussent pas, d'autres que oui, il y a quelques mauvaises herbes. Fin juillet, plus de mauvaises herbes. On a cultivé et voilà, donc le résultat. Certains des plants sont très vigoureux, mais encore là, ces plants n'ont atteint que le tiers de la taille d'un plant de pommes de terre normal. Ça, c'est ce qui est arrivé au 15 août. Ça, c'est le portrait de la situation au 2 octobre. Chaque pomme de terre devait être creusée ou récoltée séparément et mis dans son sac. Ça, c'est la récolte principale. Le croisement, ça, c'est le sac aux tubercules émanant des croisements. Et on voit, et après, on n'avait qu'une seule rangée pour une variété tardive. C'est ce qui est arrivé avec la récolte. Chaque plant a été récolté séparément. Ce sont les tubercules venant de chaque plant. Ce sont les petites collines venant des croisements individuels. Ça vient de Adirondack Blue, femelle. On voit de bons résultats, de mauvais résultats. Mais Adirondack Blue a produit des pommes de terre de toutes les couleurs. Ça vous donne une idée de la variabilité génétique qui se trouve chez les pommes de terre. Ça, c'est Yukon Gold. Et puis là, encore, quand on avait des croisements libres, on a vu du rouge. Même chose avec Ruby Gold, une variété rouge qui partage la parenté avec Yukon Gold. Encore là, on a vu du rouge, du blanc. Et on a même eu une mini tubercule qui n'est pas allée très loin. Mais d'autres ont eu de très bons résultats. Donc, ce qu'on a fait, nous avons lavé, nous avons rentré à l'intérieur. Voici une variété du Pérou. C'est tout ce qu'elle a produit, mais voilà, on les a gardés, évidemment. Nous avons transféré après 1 à 3 de ces plantes à différentes fermes et ils ont reçu des vrais tubercules. Et si vous les plantez, les tubercules sont meilleurs à compétitionner avec les mauvaises herbes. Et donc, ces fermes-là ont pu faire leur sélection de cette façon. Nous connaissons le doryphore est un gros problème, mais on a de la résistance génétique. Il y a des variétés qui ont survécu, il y en a d'autres qui ont eu une très belle performance.
et d'autres qui ont été envahis de façon assez importante. On sait aussi que la brûlure tardive ou le mildiou est un problème et il y a de la résistance également. Donc, on voit ici une variété à gauche, Esquimau, ici Chieftain à droite. Et voici un contrôle. Et donc, elles avaient toutes l'air de la variété à gauche une semaine avant. Les températures étaient dans les 20 degrés et en fait, les dorifères sont arrivés et ils ont complètement détruit la culture. On sait qu'ici, cette variété à gauche est venue d'un fermier biologique. Donc, il y a une bonne résistance. À droite, il y avait une bonne résistance aussi, c'était le contrôle. Mais je me suis dit, ben, elle devait avoir une bonne résistance au début. Et il y avait de la... Et donc, cette variété-là, Esquimau, c'est une bonne variété pour commencer pour avoir de la résistance contre la brûlure tardive. Le pH sur ma ferme est entre 7,2 et 7,4. Mais je sais que la gale peut être un plus gros problème si on a un pH plus élevé. Il y a de la résistance génétique quand même. La plupart des pommes de terre sont résistantes à la gale. Et il y a même des variétés à chair jaune ici qui sont résistantes aussi. Il y a des façons donc de contrer les problèmes qu'on peut avoir. Pour commencer, les pommes de terre, il faut avoir une bonne parenté. Donc, il y a des nouvelles variétés commerciales comme parents, donc qui ont une bonne résistance aux maladies, qui ont été sélectionnées par des agronomes, donc on les sélectionne selon ces critères. Donc, souvent, c'est parce qu'elles sont mieux adaptées au système biologique. Une fois que vous avez fait les croisements, il faut les tester dans des sélections bio pour s'assurer qu'elles sont adaptées. Et il faut en fait il faut faire subir plusieurs stress différents, donc pour s'assurer qu'ils sont résistants. Et de cette façon-là, on peut les répliquer après. Donc voilà. Voilà tout. Le travail dur a été fait par les fermiers et moi, je fournis seulement ce résumé. Je vais arrêter de partager mon écran maintenant et je vais donner la parole à Hélène. Thanks, Dwayne. Merci, Dwayne. Let Christy queue up his slides now. Je crois qu'on va laisser Christy Options guide for variety registration. mettre sa présentation maintenant. Il va parler des options d'enregistrement, des variétés de distribution directe. Est-ce que tout le monde voit les diapos? Excellent. Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être là pour la présentation aujourd'hui sur le développement et l'utilisation du SVP. Je suis Christy Kelly-Bisson. Je suis une analyste de politique avec Seed Change, avec Sème l'avenir. Je vais parler des différentes options d'enregistrement des variétés pour vous aider à faire ces décisions. Juste dire que je suis à Mi'kma'ki, dans un comté dans la Nouvelle-Écosse, dans un territoire non cédé par les Mi'kmaq. Je suis dans une relation de traité numéro 17 et je le partage parce que ça fait partie de mes idéaux, donc de décoloniser. Et c'est pour cela que je partage ça. Dans ma présentation, je vais partager des informations sur 5 choses. Je vais parler tout d'abord de comment le matériel de SVP se trouve dans le système de semences canadien. Je vais parler ensuite de la distribution directe de ces matériaux de SVP. Je vais parler ensuite de la variété potagère des pommes de terre que les cultivateurs peuvent utiliser pour produire des petites quantités de semences. Je vais parler ensuite du processus d'enregistrement pour les nouvelles variétés de pommes de terre, ce qui permet aux producteurs
de les distribuer à grande quantité, dans des quantités non contrôlées. Je vais parler ensuite du processus de certification. C'est par l'AAC. On va avoir du temps pour la discussion par après. Notre intention dans cette présentation, c'est de vous donner une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la SVP, les possibilités de distribution directe, l'implication du processus d'inscription, des variétés potagères, les implications de l'enregistrement des variétés, sur la certification des pommes de terre et la rétroaction des fermiers et des agriculteurs pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui pourrait vous aider. Notez que toute l'information que je vais présenter aujourd'hui est disponible dans le guide de Participatory Plant Breeding for Potatoes in Canada, qui a été distribué aujourd'hui. J'aimerais savoir aussi à quel point les gens sont familiers avec le sujet. Et nous avons un sondage qui va être distribué. Et donc, vous allez le voir apparaître à l'écran. Super, voilà. Merci pour avoir rempli le sondage. Je vais parler des termes clés que je vais utiliser. Le premier concept que je vais utiliser beaucoup, c'est la mise en liste des variétés de pommes de terre. Ça veut dire que c'est des variétés qui ont été ajoutées à la liste de variétés potagères de pommes de terre de semences de l'ACIA. C'est un nouveau terme que nous avons utilisé parce qu'il y a peu de ressources qui décrivent le rôle du ministère dans ce processus. Donc, je veux juste dire que ce n'est pas conventionnel, ce terme-là. Il n'est pas utilisé communément. Le deuxième concept, c'est de parler des pommes de terre qui ont réussi le processus d'enregistrement des variétés de la CIA. Ensuite, on va parler de la pomme de terre qui a été inspectée et qui possède, donc inspectée 2 fois par la CIA et qui a donc une étiquette de pomme de terre de semence. Ce sont les trois concepts. Donc, on enregistre, on certifie, puis on met en liste les pommes de terre. Mais c'est comment les processus vont ensemble qui est intéressant à discuter parce que c'est ça qui est important ici. Donc, juste pour vous donner un résumé des différentes voies de distribution, voici un graphique. Donc, les fermiers ont eu un peu de difficulté à comprendre comment enregistrer les différentes variétés de pommes de terre. C'est parce qu'on ne peut pas distribuer des pommes de terre. Les provinces ont des règlements assez stricts sur ce thème, donc surtout pour les pommes de terre à semences. Donc la première voie, c'est pour les variétés non enregistrées et en petite quantité. Et l'autre voie, c'est la certification pour les pommes de terre à semences. Beaucoup de fermiers qui travaillent avec les pommes de terre de SVP sont déjà habitués avec ces façons de distribution, ces options de distribution. Donc, on peut les distribuer avec des kiosques à la ferme, les marchés de fermiers, l'agriculture soutenue par la communauté, les petites entreprises de distribution, de transformation, les réseaux d'entraide, de solidarité, les restaurants et d'aliments. Une chose qui est importante à comprendre ici, c'est que les règlements provinciaux sont très importants dans la décision de qu'est-ce qu'on peut enregistrer au Canada. Donc, il faut comprendre les lois et les règlements provinciaux et locaux donc, pour pouvoir engager dans ce processus.
toutes les provinces, mis à part la Colombie-Britannique, ont un seuil de production qui détermine si on peut. Donc, c'est des seuils de production de l'exigence d'inscription et d'enregistrement. Donc, nous devons suivre en fait ces règlements-là pour s'assurer qu'on a le droit de le faire. Ça veut dire qu'indirectement, les pommes de terre de SVP ont besoin d'être produites en plus grande quantité en plus petite quantité que le seuil. Mais pour la consommation en direct, de la production pour la consommation directe privée, ces lois et règlements ne s'appliquent pas. En Saskatchewan, ils n'ont pas de limite. Donc, on ne peut pas produire ici des pommes de terre qui proviennent de l'extérieur de la province. C'est pour protéger les grands producteurs de semences de pommes de terre. En Colombie-Britannique, c'est la vallée du Pemberton. Au Québec aussi, il y a quelques endroits, donc Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Bas-Saint-Laurent. Et en Saskatchewan, c'est toute la province où il y a une interdiction de produire des pommes de terre pour la semence. Et si vous avez des questions là-dessus, je peux répondre pendant la période de questions. Ce qui est important ici, c'est que les fermiers ont besoin de parler avec les autorités locales pour s'assurer qu'ils comprennent comment adapter comment produire les pommes de terre pour la distribution dans leur province. Maintenant, on peut s'arrêter pour parler de la distribution directe. Donc, on va parler maintenant, comme on vient de parler de comment distribuer pour la production privée, pour la distribution privée. Maintenant, on va parler de comment passer par le gouvernement. Donc, la diversité des cultures aujourd'hui, en fait, ça vient de la production à l'échelle locale, donc quand les gens ne devaient pas passer par le gouvernement fédéral. La distribution des semences est devenue très spécialisée dans dans les 100 dernières années au Canada pour que la plupart des cultures agricoles pour la production, pour la distribution des semences en grande quantité, il faut les enregistrer. Réussir l'enregistrement, ça implique plusieurs étapes pour s'assurer que les variétés sont sécuritaires et sont bonnes à utiliser dans le marché. Ça prend... En fait, donc, cela empêche la fraude, protège la qualité et la stabilité et protège l'intérêt public. Il est important d'avoir ces règlements et en collaborant avec les partenaires, on peut quand même essayer de faire enregistrer le matériel SVP pour que les agriculteurs puissent le distribuer par le biais du système formel. Je vous présente cette contradiction pour vous inviter à réfléchir au-delà de la structure actuelle du développement agricole et pour imaginer des alternatives justes et durables qui peuvent amener la souveraineté alimentaire, en commençant avec notre système de semences. Mais je ne pense pas qu'on peut prescrire des alternatives sans d'abord comprendre le système actuel. La production des semences de pommes de terre au Canada est régie par les règlements des semences, partie 2. Ce n'est pas toutes les cultures horticoles qui exigent un enregistrement des variétés. Il y a un cadre à palier des règlements qui s'applique
qui applique certaines dispositions à certaines cultures. Dans les règlements sur les semences, les pommes de terre sont inclus comme des pommes de terre commerciales. Ça comprend la production de grandes quantités de pommes de terre dans le système formel. Mais ce terme peut induire une erreur. Donc, c'est pour cela qu'on parle, nous parlons de ces pommes de terre comme des pommes de terre enregistrées, parce que ça, c'est l'enregistrement des variétés et le chemin approprié pour la distribution à cette échelle. Les pommes de terre enregistrées sont placées dans l'annexe 3, partie 3 des règlements, du règlement sur les semences. La CIA a défini la différence entre les deux catégories par le biais d'une directive ministérielle, comme suit. Les pommes de terre de semences enregistrées sont produites dans des champs plus grands que 1,5 hectare. Et les pommes de terre de semences listées sont produites dans des champs qui sont égales ou plus petits que 1,5 hectare. Cette directive, avec plusieurs règlements provinciaux, exige aussi que les pommes de terre de semences listées soient certifiées par les procédures détaillées dans le règlement sur les semences. Comme vous voyez dans le tableau, la catégorisation des pommes de terre enregistrées dans la partie 3 de l'annexe 3 veut dire que l'enregistrement des variétés n'exige pas toutes les procédures exigées pour plusieurs céréales. Je vais vous expliquer ce qui est exigé pour l'enregistrement des variétés de pommes de terre. Mais sachez qu'il n'y a pas d'exigence pour les variétés non commerciales. C'est parce que cette procédure est prescrite par le biais d'une directive ministérielle et non pas dans le règlement sur les semences. Afin de répondre aux souhaits d'enregistrement de petites quantités de variétés uniques de pommes de terre de semences par la CIA, ils ont créé quelque chose qui s'appelle la liste des variétés potagères. La CIA a vu qu'il y avait des semenciers qui vendaient des pommes de terre de semences aux jardiniers et aux maraîchers et que cela posait quand même un risque pour l'introduction de ravageurs dans le système de production de pommes de terre de semences. La section des pommes de terre de la CIA voulait s'assurer qu'il y ait une façon pour les pommes de terre de semences non conventionnelles pour que ces pommes de terre puissent entrer en circulation. Donc, la liste des variétés potagères est une collection de variétés non conventionnelles de pommes de terre qui réunissent les critères pour la certification. Des variétés peuvent être ajoutées si elles réunissent 3 conditions. On ne peut pas produire plus que 1,5 hectare par classe de chaque variété par une ferme dans une saison. Ça veut dire qu'on produit plusieurs classes de la même variété par saison. Et on peut produire jusqu'à 1,5 hectare de la variété à chaque année. Et plus d'une ferme peut produire les mêmes classes des mêmes variétés pendant la même saison. Mais une ferme ne peut pas produire plus qu'1,5 hectare de la même classe, de la même variété dans une même saison. J'espère que c'est clair. Deuxièmement, la variété de pommes de terre ne peut pas être une variété qui est déjà enregistrée au Canada. Troisièmement, il ne peut pas y avoir des protections de droits des obtenteurs pour la variété au Canada. Ça s'applique, par exemple, aux variétés de la AFC. Il n'y a pas d'autres exigences définies dans la directive ministérielle et on me dit que l'on pourra peut-être demander d'autres documentations. Donc, une description de la variété, le pédigré, des résultats de GAT et les résultats en matière de flétrissement. Si un participant, agriculteur, veut produire des quantités à grande échelle, définies par la CIA comme une parcelle qui dépasse 1,5 hectare, il faut que le matériel soit enregistré comme une nouvelle variété de pommes de terre.
puisque les pommes de terre de semences à des fins de production à grande échelle sont listées dans l'annexe 3, partie 3, le processus d'enregistrement des variétés est assez simple par rapport à ce qui est exigé pour les variétés de céréales. L'enregistrement exige travailler avec un inspecteur de la CIA local responsable de la certification. Il faut fournir certaines données agronomiques et en matière des ravageurs afin de certifier la variété. Et il faut aussi faire une demande d'enregistrement. Pardon, la demande doit aussi comporter le formulaire, les frais de 912 $, un formulaire de description objective avec des photos des tubercules et finalement un plan détaillé des cultures produites sur le site et comment on va entreposer les tubercules. Tout cela doit être soumis à la CIA. Et une fois la variété enregistrée, elle sera admissible à la certification aux fins des pommes de terre de semences. Et on pourra donc en distribuer comme pommes de terre de semences. Les pommes de terre de semences certifiées sont contrôlées par la CIA afin d'assurer qu'elles réunissent les normes de qualité détaillées dans les règlements. Normalement, initialement, le bureau de la CIA local va contrôler et superviser le site et l'équipement de récolte. Cela permettra au site d'être autorisé comme un endroit où on peut produire des pommes de terre de semences certifiées. Ensuite, on nous demande de produire, de soumettre une demande de certification à tous les ans. Le champ doit être contrôlé 2 fois pendant la saison. Les normes dans le règlement organisent les pommes de terre de semences en 8 classes qui correspondent à différents niveaux de qualité. Ça s'appelle un système au nombre de générations restreint. On récolte les pommes de terre d'une génération à l'autre et on réduit le classement à chaque année, à chaque génération. Une fois la pomme de terre certifiée, on peut distribuer cette variété sous le nom de la variété. La variété doit passer une fois par le processus de listage ou d'enregistrement, mais il faut certifier la variété à tous les ans. Ce processus permet de produire 7 générations de pommes de terre de semences à même une lignée. Dans la 7e génération, on peut la pomme de terre de semences peut être certifiée, mais on ne peut plus s'en servir pour produire d'autres pommes de terre de semences. Il faut repasser par tout le processus de cette génération. Cela veut dire qu'il faut avoir une relation avec une organisation qui a la capacité pour l'entreposage à long terme de la culture de tissu des pommes de terre. Je vous ai présenté le processus de mise à la liste ou d'enregistrement d'une variété et ensuite sa certification. Je vais expliquer les coûts administratifs associés avec ces 2 chemins. Et ce n'est pas non plus, ça ne vous donne pas le coût total de la production. Je n'ai pas mis des coûts sur le travail, les matériels ou les services externes. Le coût GAT peut coûter, le coût du test GAT peut être de 185 à 650 $ par échantillon de tissu et est exigé pour les 2 chemins. Même chose pour les tests de flétrissement, ça coûte 55 $. Mais SeedChange, jusqu'à présent, couvre le coût de ces tests. La mise à la liste d'une variété potagère n'a pas de frais, mais comme vous voyez, l'enregistrement d'une variété coûte 912 $ 14 sous et aussi 104 $ 24 sous par an pour maintenir l'enregistrement de la variété. Les variétés listées et enregistrées ont les mêmes coûts de certification annuels. Donc, 2 contrôles par la CIA. Chaque contrôle coûte 52 $ 12 sous
et aussi un frais de certificat de récolte de 20,85 $ par hectare. Ça veut dire que le chemin ou de la variété potagère représenterait une dépense de 705 $ une fois, plus des dépenses annuelles de 125 $. Cela vous permet de distribuer jusqu'à 1,5 hectare de pommes de terre de semences par an. L'enregistrement des variétés implique une dépense unique de 1 617 $ et 14 sous, avec des dépenses annuelles de 229 $ et 33 sous, et ça augmente par 20,85 $ par hectare de semences produites. Mais cela vous permet de distribuer une quantité illimitée de pommes de terre de semences. Ce sont donc les différents volets du programme de production des pommes de terre en SVP. Et cela explique aussi les coûts administratifs. Ça met fin à ma présentation. Mais avant d'arriver à la discussion, je voudrais vous parler du chat. On vous a demandé de parler de votre... on vous a sondé quant à votre niveau de connaissance de ce système. Maintenant, on aimerait que vous répondiez de nouveau au sondage. Maintenant que vous avez... Bon, prenez votre temps. Et une fois que l'on aura terminé ce sondage pour la deuxième fois, on va passer à la discussion. Les détails de cette présentation se trouvent aussi dans le guide Pathways qui vous a été envoyé avant l'événement. Et vous pouvez aussi me contacter n'importe quand pour poser toutes vos questions. On va donner suite avec les producteurs de pommes de terre en SVP pendant l'hiver et le printemps prochain. Donc, n'importe quand, on pourra parler de tout cela. Je vais partager des questions que l'on vous pose. Est-ce que cela a permis de clarifier le processus de listage, de mise à la liste et d'enregistrement? Est-ce que c'est une option viable pour vous? Quel soutien est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir passer par le processus et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour financer la mise à la liste ou l'enregistrement de vos variétés? Merci beaucoup, Christy. Cela représente beaucoup de travail pour bien comprendre ces règlements et de les présenter de façon concise. Donc, je trouve que c'est une ressource magistrale qui peut vraiment aider tout le monde qui voudrait participer à ce genre de travail. So does anyone have any questions? This would be the time to put them into the chat. Qui a des questions? Vous pouvez les poser dans le chat. Ah oui, il y en a déjà une. Ou simplement les poser verbalement en ouvrant votre microphone. Donc, Christy, j'ai une question pour vous. Tu as parlé du fait que pour enregistrer une variété ou pour mettre une variété potagère à la liste, il faut que ce soit quelque chose qui n'est pas déjà commercialisé. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, je dois vérifier, mais je crois que c'est ça. Qu'il ne faut pas qu'il y ait déjà des droits de propriété intellectuelle et que si la variété est déjà en circulation, ça se peut, mais ça ne peut pas non plus être une variété enregistrée. Si la variété est déjà en circulation, ça veut dire qu'elle est probablement enregistrée et donc cela exclurait cette variété à nos fins. Another thing that's come up sometimes when I've spoken to the folks at AAFC is that... Une autre chose qui a été soulevée lorsque j'ai parlé avec les gens de AAC, c'est quand les gens ils ont une variété qu'ils veulent enregistrer, il est important de ne pas la circuler avec tout le monde parce que si vous voulez que ce soit une nouveauté,
Si c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur le marché, ben, c'est peut-être moins facile de démontrer le caractère nouveau. Je ne sais pas si ça s'applique vraiment au partage régional ou local, mais bon, il faut juste s'assurer de ne pas les partager avec tout le monde et dans une région, ben, ailleurs. I see a question in the chat. Je vois une question dans le chat. Je suis curieuse pourquoi la densité nutritionnelle n'est pas une exigence pour créer des nouvelles variétés. Par exemple, le Québec a presque pas de nutriments, mais est une variété qui n'est pas affectée beaucoup par les ravageurs et fait des excellentes frites. Il n'y a pas d'exigence, en fait, pour le soumettre à un comité de recommandation. Il n'y a pas, en fait, d'exigence à ce niveau en termes de nutriments. Ça veut dire que ça facilite le processus d'enregistrement, en fait. J'ajouterais de façon générale, c'est vrai que les attentes de sélection pour enregistrer les variétés peuvent changer. Mais en termes de sélection dans les dernières décennies, les gens ont sélectionné pour le rendement, pour des caractères spécifiques pour la performance agronomique. Mais c'est plus récemment et dans la sélection formalisée que les gens commencent à parler, essayer d'intégrer à nouveau le goût et l'allure. Et je sais que pendant des millénaires, oui, c'est des choses pour lesquelles on sélectionnait, mais comme partie de la commodification, on a oublié, on a perdu cela, mais je sais que ça revient. Et je pense que c'est quelque chose de bien qu'on peut faire, mais je sais que ce n'est pas une exigence. Does anyone else have any questions or Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Vous pouvez peut-être nous parler de votre travail avec les pommes de terre. So Dwayne has popped up in the chat. Dwayne a écrit dans le chat que la qualité nutritive dépend beaucoup de l'environnement, donc ça peut être difficile de le mettre comme exigence. Chris a une question que je partage avec le groupe si ça vous va, Chris. Est-ce que peut-être que Christy peut répondre mieux que moi? J'ai une excellente variété à chair rose qui fait d'excellentes frites, mais est-ce qu'on peut en fait ajouter des caractères au processus d'enregistrement? En fait, non, je pense que le processus d'enregistrement n'exige pas des choses spécifiques comme ça. Je n'ai jamais rempli le formulaire moi-même pour l'utilisation finale des variétés. Je ne crois pas que c'est une exigence d'enregistrer, c'est l'utilité de... Donc, par exemple, si ça va être une variété qu'on va utiliser pour la consommation ou pour la vente, ce n'est pas quelque chose qu'il faut inclure dans ce processus. Je pense, de façon personnelle, en fait, moi, j'aimerais qu'on inclue plus de caractères des pommes de terre. Je sais que ce n'est pas inclus dans le processus
Peut-être, en fait, ce serait l'endroit pour le moment pour le faire. Ce serait au moment de les enregistrer. Je pense que ce serait utile de pouvoir profiter de cette sélection minutieuse pour pouvoir partager avec les gens les caractères pour lesquels ils ont été choisis. J'ai une autre question de Jennifer Sanders. J'ai eu de la difficulté avec un virus de pommes de terre jaune cette année. J'avais une variété qui était très résistante, mais une autre les autres ne l'étaient pas. Est-ce que c'est quelque chose de commun? Je me demande si Dwayne aura peut-être la meilleure réponse à cette question. I can try to answer that. Je peux essayer d'y répondre. Les virus sont un grand problème avec les pommes de terre. Souvent, elles sont transmises par des pucerons et différents insectes, ou juste de toucher les pommes de terre et elles sont transférées entre les plants. Et donc, elles sont maintenues là, dans les semences après. Donc, on peut affecter de cette façon tout un ensemble de pommes de terre à semences de cette façon. Elles se propagent très facilement. Les virus sont un vrai problème. Il y a des variétés qui sont plus résistantes aux virus que d'autres. Mais du côté de la production commerciale, ils essaient de prévenir l'infection en les cultivant dans un environnement où les pucerons et un autre insecte qui saute entre les feuilles sont contrôlés. De cette façon, on essaie d'éviter le transfert des virus, mais les producteurs, les sélectionneurs de pommes de terre pour les semences utilisent des insecticides, mais pour les fermiers biologiques, c'est un vrai problème. Si vous avez une variété qui s'infecte, il n'y a pas grand-chose à faire, à moins que vous veuillez essayer de tester la culture de tissus. C'est important de cette façon de choisir des variétés résistantes et essayer de les identifier lors de la sélection. Alors, si vous avez quelque chose, Jennifer, je serais intéressé à savoir c'est quoi. Merci, Dwayne. Yes, thank you. And I do have one. There was one that was notably better than Oui, j'en ai une, justement. Une variété qui était meilleure que toutes les variétés, y compris les variétés commerciales. Donc, je vais vous contacter. Excellent. On verra ce qu'on peut faire avec cette variété-là. While I'm here, I have a technical Pendant que je suis question. là, j'ai une petite question pour Christy. À la page 14, vous avez la comparaison entre la mise à la liste et le côté conventionnel. Vous avez listé les prix et j'étais dans une réunion virtuelle avec un agent et il m'a dit qu'une fois que la mise à la liste est faite, ben en fait, c'est pour toujours. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est bien possible. J'ai vu ce chiffre à plusieurs reprises sur les sites de la CIA et mais je pourrais vérifier à nouveau. Je sais que pour la certification, il y a un frais, mais pour l'enregistrement, une fois que c'est enregistré pour toujours. Ils n'ont pas besoin de refaire année en année. Et en fait, ils ne sont pas intéressés à savoir qu'est-ce que vous faites avec la variété par après. Si Marc l'a dit, ben, c'est lui l'autorité. Donc, on parle de patates, je parle de pommes de terre spécifiquement.
Il se peut que c'est une exception, mais il parlait en fait de grande culture. Mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de frais d'enregistrement. Une fois que vous avez votre certificat, ben, c'est tout ce qu'il vous faut. C'est bien que vous l'avez posé la question. Ben, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est après considéré enregistrer ou certifier une variété? C'est peut-être difficile à dire à ce moment-ci, mais... It's a lot of things to weigh, right? Il y a beaucoup de choses à considérer. I think the great thing is that you've got all the information in one place, and then Ce qui est bien ici, c'est qu'on a toutes les informations dans un même endroit et nous pouvons nous rendre disponibles pour de la rétroaction et pour le suivi, et on peut essayer de vous aider avec le processus d'enregistrement. Certainement, les variétés potagères, la mise sur la liste pour ces variétés-là, c'est bien pour commencer. Donc, merci d'avoir résumé ce processus, et tout dépendamment des résultats de Hélène, il y a peut-être, je voudrais justement poursuivre pour quelques variétés. Et justement, je veux voir quels seront les résultats. Oui, j'aimerais justement tester les variétés de cette façon. Peter Volney de la section de pommes de terre était content, en fait, qu'on fasse l'investigation, parce qu'il disait que oui, il y a des variétés qu'on aimerait utiliser plus souvent. Oui, je pense qu'un essai, c'est une bonne idée, et on peut le faire de concert avec vous. Et en fait, de cette façon collective, ben, on pourrait peut-être avoir des bons résultats, ou avoir plus de stock de pommes de terre. Il y a du temps pour une dernière question, si quelqu'un en a une. Et on arrive à la fin. Je veux juste réitérer que nous faisons des essais pour le GAT, et nous avons partagé des communications là-dessus, mais si vous ne l'avez pas reçu, on peut vous rajouter, donc contactez-moi. Sinon, je vais juste remercier à tout le monde d'être là. Merci Christy et Dwayne pour les excellentes présentations. Et gardez le contact. C'est un processus en continu, et nous voulons vous aider, vous guider, même si c'est très compliqué. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à référer au guide au besoin. Et je vous souhaite de passer une excellente journée.